Alors bonjour à toutes et tous et merci à l'équipe du DIMPAMIR pour l'organisation de ces séminaires dédiés à l'instrumentation et de l'invitation à présenter la technique de microtomographie à rayon X. Donc, je suis Patricia Wills, ingénieure de recherche au sein de l'UAR Données et je travaille au sein du plateau technique Astérix pour accès scientifique à la tomographie à rayon X au Muséum national d'histoire naturelle. Le plateau technique est consacré à la microtomographie et je suis en charge de l'accompagnement au traitement des données. Ma collègue Martha Bellato est la responsable technique et opératrice principale de nos instruments. Nous disposons de deux microtomographes complémentaires acquis en 2011 et en 2023 et nous sommes membres du DIMPAMIR à l'échelle de notre unité d'appui à la recherche. Alors, la microtomographie par rayon X est une technique d'imagerie 3D permettant de visualiser les structures et les matériaux composant un objet sans le découper. C'est cet aspect non destructif qui fait son intérêt pour l'étude des objets du patrimoine. Bien souvent sont rares et ou uniques. Donc, on va pouvoir réaliser des dissections ou des dégagements virtuels. À titre d'exemple, vous avez ici une image d'une coupe tomographique virtuelle d'un crâne d'enfant néandertalien conservé au musée d'archéologie nationale. Sur cette image, on distingue les différents matériaux, donc l'os, les os du crâne, mais aussi les matériaux ayant servi à sa reconstitution et à sa consolidation. Les données de tomographie permettent de modéliser l'objet en 3D et contribuent à créer aussi un jumeau numérique qui pourrait être consulté à distance, être imprimé en 3D ou être utilisé pour la dissémination. Alors, pour obtenir une information sur les matériaux à l'intérieur des objets, on va utiliser des rayons X, qui est un type de rayonnement électromagnétique de plus forte énergie que la lumière visible. En laboratoire, on les obtient avec ce type d'instrument, un générateur à rayons X, et celui-ci fonctionne de la façon suivante. On va envoyer un faisceau d'électrons accéléré par une haute tension sur un matériau cible. Les électrons vont être déviés et ralentis en arrivant à proximité des atomes de la cible, et ils vont transmettre cette énergie cinétique à des photons X qui seront alors émis. Vous avez ici une représentation en coupe d'un générateur de laboratoire. Le faisceau de rayons X émis va être de forme conique depuis un point focal à proximité de la fenêtre de sortie du tube. La caractéristique des rayons X qui va nous intéresser, c'est qu'ils peuvent traverser la plupart des matériaux de faible densité. Donc, on va réaliser des images en transmission, c'est-à-dire qu'on envoie un faisceau de rayons X sur un objet et on récupère derrière l'objet le signal qu'il a traversé. Euh, les rayons X vont être plus ou moins absorbés par les matériaux composant l'objet en fonction de leur densité, mais aussi des épaisseurs respectives à traverser. Si on représente cette transmission sur un tableau périodique, on va pouvoir voir plusieurs choses. On traverse facilement les polymères, les mousses qui seront considérés radiotransparents et on les utilisera pour concevoir des portes d'échantillons. On commence à avoir des difficultés à traverser des métaux communs comme le fer ou le cuivre dès lors qu'ils sont un peu épais. Et le faisceau des rayons X est très atténué par les métaux lourds. On va d'ailleurs typiquement utiliser des épaisseurs de plomb pour la radioprotection, pour constituer des écrans et se protéger des rayonnements X, puisqu'ils interagissent avec le vivant et sont dangereux pour la santé. Donc cette imagerie en transmission basée sur les rayons X est appelée la radiographie. Vous êtes probablement toutes et tous très familiers avec cette technique 2D. Les rayons X ont été découverts en 1895 et à l'époque, les images étaient réalisées sur des films photographiques ou des écrans fluorescents. Désormais, nous utilisons des capteurs numériques. Les radiographies sont enregistrées sur des images en niveau de gris et on va enregistrer depuis le blanc qui sera une faible atténuation, donc par exemple l'air, vers le noir qui sera l'atténuation maximale. Et le détecteur doit être calibré, notamment pour corriger le capteur, comme on voit ici, ces bandes verticales. Donc, on capture une image en deux dimensions, qui est une projection de notre objet sur un plan.
Pour obtenir une description en 3 dimensions, il a fallu attendre les développements de l'informatique dans les années 1980 pour prendre en charge les calculs. La technique s'appelle la tomographie, donc du grec tomos pour la coupe et graphie l'écriture. On produit des coupes de notre objet. Et vous trouverez aussi l'appellation tomodensitométrie, parce que l'information qu'on enregistre, c'est la densité, ou le terme CT scan, donc CT en anglais pour CT, Computed Tomography. Dans le cas d'un tomographe industriel, l'objet est placé sur un plateau tournant, donc une petite platine ici, et on le positionne entre une source à rayon X, donc qui sera à droite ici dans notre image, et un détecteur numérique. Donc le principe de la tomographie, c'est qu'on va accumuler une série de projections pour une rotation complète de notre objet devant le détecteur. On acquiert avec des pas angulaires très petits, le mouvement de rotation est lent et on va prendre jusqu'à 2000 radios. Alors je vais illustrer le principe avec le scan d'un crâne de renard qui est assemblé avec la mandibule par des ressorts que l'on n'a pas souhaité retirer pour des raisons de conservation. Donc, vous le voyez positionné dans son contenant sur le plateau tournant dans la cabine qui est entourée de plomb. Et on va collecter des radiographies. Donc là, je vous montre une petite séquence des radiographies en faisant tourner l'objet devant le détecteur. Donc sur les radios, on voit bien le crâne, on voit également son contenant et on voit les ressorts métalliques ici qui vont être très absorbants. Donc, il y a un petit tressautement dans la vidéo. On a utilisé une option qui permet de recentrer automatiquement l'objet pendant la rotation. Ça, c'est la séquence d'images qui constitue l'acquisition. Donc, je vous parlais d'un calcul pour transformer les radiographies. On l'appelle une reconstruction. Donc, sur cette image-là, vous voyez, on va collecter l'atténuation causée par un crâne et on va la collecter sur une ligne. C'est une représentation en 2D. On va la collecter sur une ligne pour un angle donné et on va continuer, on va acquérir plusieurs angles et donc on va collecter plusieurs profils d'atténuation autour de notre objet. Si on compile toutes ces informations d'atténuation, on va pouvoir remonter aux causes de ces différences d'atténuation, à savoir les différences de densité à l'intérieur de notre objet. On appelle ça résoudre un problème inverse. Ce calcul va attribuer un coefficient linéique d'atténuation dans une matrice 2D de pixels qui constituera notre image. Et on a besoin de suffisamment d'angles, suffisamment de projections, donc d'un pas angulaire petit lors de la rotation pour que la description en pixels de notre objet soit précise. Donc sur cette illustration, ici, c'est un exemple simplifié puisque on reconstitue une image 2D à partir d'informations en une dimension. Mais en réalité, en tomographie, on va acquérir l'atténuation sur des images 2D et on va les rétroprojeter vers une image 3D. Pour que le calcul fonctionne bien, il faut éviter que l'objet bouge pendant l'acquisition, sinon on va avoir un flou sur l'image reconstruite. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas bouger, voire de couper votre respiration lorsque vous faites un scan médical. Donc, on récupère une description en coefficient d'atténuation linéique et globalement, on va les stocker dans une matrice 3D de voxels. Les voxels, ça va être des petits cubes, ça va être l'équivalent 3D d'un pixel. Les coefficients d'atténuation sont liés à la densité des matériaux traversés. Donc, les données produites, au final, par la tomographie, celles qu'on va donner aux chercheurs, c'est une pile d'images en niveau de gris qui enregistre une information liée à la densité des matériaux composant notre objet. À noter que pour les systèmes industriels, on n'a pas d'échelle absolue de densité. Chaque scan a sa propre dynamique. Donc, c'est une technique qualitative. On ne peut pas remonter directement à une description élémentaire de notre objet. Alors, voici une séquence de défilement dans les coupes pour une reconstruction du crâne de renard. Donc, on va avoir une description de la matrice 3D et on va regarder les images les unes à la suite des autres.
On va parler, alors je vais faire une petite pause. On va parler de microtomographie par rapport aux dimensions du foyer de la source de rayon X et par extension du voxel. Donc l'épaisseur de la tranche, en fait, de nos images, qui va être de l'ordre de la dizaine à la centaine de micromètres. Dans ce cas-là, chaque coupe, pour notre crâne de renard, chaque coupe est espacée de 94 micromètres. C'est donc une technique très précise puisqu'on obtient une description des éléments internes à notre objet avec des tranches qui sont de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. Donc vous voyez que sur les images, sur ces coupes virtuelles, on va pouvoir distinguer l'os, on va voir les dents et le signal plus blanc ici de l'image. Dans l'image, ça sera les mailles des dents. Et on va aussi voir apparaître, alors à peine plus loin dans les coupes, les ressorts métalliques. Voilà, ils sont ici. Ils sont très brillants, ils sont saturés, ils vont être très absorbants. Donc je reviens sur le fait que l'objet doit être stable pendant l'acquisition pour éviter les erreurs de calcul, donc le flou lors de la reconstruction. La plupart du temps, on va devoir reconditionner notre spécimen pour assurer sa stabilité pendant la durée du scan. Tout aussi important, il faut que les matériaux qui entourent l'objet soient radiotransparents pour avoir un meilleur signal d'atténuation provenant de l'objet. Donc, on va éviter tout ce qui est tube en verre, boîte en bois, fortement atténuant, et on va préférer entourer notre objet de mousse et le caler dans des supports en plastique. Donc, vous avez ici à gauche l'exemple de la Vénus de Lesbuk qui va être ensuite positionnée sur le plateau tournant devant le générateur à rayon X. Donc, ce travail de conditionnement est généralement fait en partenariat avec les équipes de conservation de collection, en particulier pour les objets fragiles. Un scan tomographique dure entre quelques minutes et plusieurs heures, donc en fonction des dimensions des objets et de la qualité des images attendues. Mais on peut tout à fait positionner plusieurs objets dans un même scan. Vous voyez ici sur l'image de droite, on a un montage avec des coquilles de gastéropodes et des porte-échantillons qui ont été conçus avec une imprimante 3D. Donc vous avez peut-être remarqué qu'on a placé le crâne verticalement dans la machine, ce qui est une contrainte supplémentaire hein, lorsqu'on conçoit les porte-échantillons. La raison derrière ce choix, c'est de permettre un meilleur grossissement. Lorsqu'on positionne l'objet dans le scanner, la distance à laquelle on le place entre la source et le détecteur va influencer la dimension de l'image projetée sur la radiographie et aussi la dimension du voxel sur l'image 3D reconstruite. La dimension du voxel, ça va nous donner une idée de la résolution spatiale atteignable et donc de la plus petite structure que l'on va pouvoir décrire sur le scan final. On considère généralement qu'on a un facteur 3 entre la taille du voxel et la résolution spatiale. Donc, si je veux décrire une structure qui mesure 90 micromètres, je vais avoir besoin de réaliser un scan avec un voxel d'environ 30 micromètres. Pour obtenir un voxel plus petit, on va pouvoir d'abord, dans un premier temps, centrer au mieux l'échantillon et aussi rapprocher l'objet de la source, comme sur l'image de droite, où je vais gagner un facteur 3 en grossissement si, par exemple, je m'intéresse à une structure en particulier qui va être la région de l'oreille interne dans le crâne. Donc, on peut faire un zoom local et on appelle ça une région d'intérêt. Je vais avoir une description avec un meilleur grossissement. Par contre, j'obtiens un scan partiel. L'image 3D produite ne contiendra que cette région autour de l'oreille interne. Donc, voici un comparatif des résultats avec un scan du spécimen complet à gauche avec un grossissement x2 et un voxel à 94 micromètres. Et à droite avec un scan local, une région d'intérêt avec un grossissement x6 et un voxel à 30 microns. Donc ici, on voit que la qualité d'image est nettement améliorée avec le grossissement, notamment pour la description des structures fines. Entre le scan complet à une résolution moyenne et le scan précis mais local, on a une troisième option qui va consister à exploiter la verticalité dans la machine et à réaliser plusieurs scans verticalement pour les combiner par la suite. Donc, on va réaliser plusieurs scans. On va faire une première rotation complète devant le détecteur pour un premier scan avec un grossissement meilleur. Donc, dans notre cas, on aura un grossissement
fois 4, puis un second scan en faisant monter le spécimen devant le détecteur, donc à nouveau une rotation complète et avec un peu de recouvrement. Ici, on aura une meilleure taille de voxel. Vous voyez, on est à 50 microns. On a notre spécimen complet. Par contre, on a un temps d'acquisition plus long puisqu'on a dû faire 2 scans. Donc, tout est une affaire de compromis finalement entre la qualité d'image souhaitée et le temps d'acquisition. En travaillant avec des spécimens patrimoniaux, on a tendance à vouloir limiter le nombre de manipulations des objets et faire le scan de la meilleure qualité possible dès la première fois. Parce qu'on a fait sortir le spécimen des réserves ou des espaces d'exposition. Donc, on préfère limiter ce genre de mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on place les spécimens verticalement dans l'appareil, c'est pour avoir le meilleur grossissement possible, même si parfois ça ne nous arrange pas parce qu'il faut lutter contre la gravité pour positionner le spécimen en sécurité. Donc, si vous envisagez de réaliser un CT scan d'un objet, vous devrez fournir les informations de dimension du spécimen complet et aussi indiquer s'il y a une région d'intérêt à numériser en particulier. Ça nous permettra de mieux estimer la Bah, je pense qu'il faut faisabilité lancer et parce que, aussi ouais, on est d'estimer les formé, temps mais on n'est d'acquisition pas non plus nécessaires. indépendante. Alors, voilà pour les considérations sur l'acquisition. Je pourrais revenir et vous en parler plus en détail si vous avez des questions, mais je voulais vous parler des différents types d'équipements qui sont disponibles, notamment pour choisir l'appareil le plus adapté à votre matériel d'étude et évoquer les limites de chacun. Alors, parmi les équipements, on va avoir des variations dans les systèmes disponibles autour de différents éléments, en particulier l'énergie et la puissance de la source rayon X, qui vont impacter l'épaisseur et le type de matériaux qui seront traversables, ainsi que les temps d'acquisition. La taille de la source d'émission va influencer la résolution spatiale atteignable. Et globalement, le champ de vue sera différent et donc du coup les dimensions des objets analysables. On va classer les équipements en 3 grandes familles. Pour la première, les tomographes de laboratoire, c'est les systèmes que je vous ai montrés jusqu'à présent. Le faisceau est émis dans un cône et l'objet est positionné entre une source et un détecteur plan. On va faire généralement la distinction en fonction de la source à rayon X. Il y a les tubes micro-foyers qui sont suffisamment puissants pour réaliser les images d'analyse d'objets de plusieurs centaines de plusieurs dizaines de centimètres avec des tailles de voxels micrométriques. Et en fonction de l'énergie maximale de la source, on va pouvoir traverser des objets plus ou moins absorbants jusqu'à quelques centimètres de métal. Et les tubes nano-foyers qui permettent une imagerie bien plus précise, mais pour des objets centimétriques et très peu absorbants. Donc ici, les scans, je le rappelle, c'est entre 15 minutes et plusieurs heures. Ensuite, vous avez une deuxième famille d'équipements, les tomographes médicaux, qui sont conçus pour imager un patient allongé et fixe. Et le système source-détecteur va tourner autour de ce lit. Cette technique est optimisée pour le vivant, donc la dose déposée est contrôlée et on réduit le nombre d'images à faire. C'est une imagerie très rapide et un scan dure à peu près 5 minutes. On peut faire passer de grands échantillons, comme par exemple une momie entière. Par contre, la taille du voxel est nettement moins bonne. Et la dernière catégorie d'équipements, les tomographes en synchrotron. Alors, le faisceau de photons X incident arrive parallèlement sur l'objet. Le rayonnement synchrotron est beaucoup plus brillant qu'une source classique de laboratoire, ce qui signifie qu'on a un bien meilleur rapport signal sur bruit et que les temps d'acquisition seront réduits. C'est particulièrement vrai pour les expériences où l'on va chercher une taille de voxel très petite dans des échantillons millimétriques, où il faudrait plusieurs heures pour avoir une image correcte en laboratoire, alors que l'acquisition durera quelques minutes en synchrotron. Avec le rayonnement synchrotron et en augmentant les distances entre l'objet et le détecteur, on peut utiliser le contraste de phase. C'est particulièrement intéressant lorsque les matériaux que l'on souhaite séparer ont des densités assez similaires et que le contraste d'absorption ne suffit pas. Voici un exemple de comparaison entre un scan d'une dent fossile avec un scan médical à gauche
et la même avec un scan en synchrotron, ici au synchrotron européen à l'ESRF. Concernant les spécificités techniques, les lignes de lumière sur synchrotron sont généralement spécialisées sur des applications en nanotomographie, comme au synchrotron au Soleil, avec des champs de vue limités, mais des résolutions spatiales impressionnantes. Vous trouverez également des lignes de lumière comme BM18 à l'ESRF, où les spécimens peuvent atteindre jusqu'à 50 cm de haut. Donc voilà pour la comparaison des équipements. Euh, et je vais désormais aborder la question du traitement des données. Alors, suite au calcul de reconstruction, on obtient une matrice 3D contenant une description des densités de notre objet dans des petits cubes appelés voxels. On observe cette matrice 3D dans trois directions privilégiées, de haut en bas, de gauche à droite ou de l'avant vers l'arrière. Ici, vous avez des exemples avec un poisson, une tête de fémur au centre et ici, vous avez un crâne de chimpanzé. Donc, ces images sont utilisées pour prendre des mesures 2D et voilà, réaliser, par exemple, des épaisseurs, des diamètres. Une première façon de faire un rendu 3D va être de calculer ce qu'on appelle un rendu volumique. Ici, on va utiliser un seuillage et on va rendre transparent tous les voxels qui ont une densité inférieure à une valeur donnée, exprimée en niveau de gris. Généralement, les constructeurs de tomographes vont vous fournir des logiciels gratuits pour ouvrir les données et réaliser ce type de calcul de rendu volumique. Par exemple, ici, on a choisi un seuil qui nous permet de rendre transparent les voxels de l'air. Et donc, on va visualiser le contenant et le crâne. Si on choisit un seuil plus élevé, vous voyez ici en vert dans l'histogramme, on va pouvoir rendre le contenant transparent et ne plus afficher que le crâne. Donc, vous voyez ici l'importance d'avoir un contenant radiotransparent, c'est pour s'en débarrasser en un seul clic lors du post-traitement des images. Ce type de rendu, c'est une image. Donc, on peut seulement faire une capture d'écran ou exporter un film, une petite séquence où on ferait tourner virtuellement notre objet. Il est également possible d'attribuer des fausses couleurs pour un rendu plus réaliste, mais sachant qu'on n'aura jamais la couleur originale avec de la tomographie. Donc pour faire un modèle 3D au sens maillage, donc on va pouvoir exploiter par la suite pour faire des mesures. On a ici une autre approche où on va utiliser un algorithme qui s'appelle Marching Cubes, qui va être implémenté dans des logiciels spécifiques pour représenter notre objet avec des points de coordonnées 3D reliés par des triangles. Ici, on va aussi fonctionner avec un seuil. Si notre contenant est moins dense que notre objet, on va pouvoir le faire disparaître à nouveau avec un clic. Ici, on va créer un modèle 3D qui contient toutes les structures qui ont une densité supérieure à notre seuil. Donc, dans le cas de notre crâne, on va conserver dans le modèle 3D les ressorts métalliques, ici, puisqu'ils ont une densité supérieure à l'os. Les modèles produits vont pouvoir être exportés dans des formats standards comme le pli ou le STL. Si l'on veut se débarrasser ici des ressorts, il va falloir utiliser une autre approche. Cette technique-là, avec le seuil, ne suffira pas. C'est ce qu'on va appeler la segmentation. Lorsqu'un simple seuillage ne suffit pas ou que l'on souhaite réaliser des modèles 3D distincts de matériaux qui ont des densités similaires. Donc, typiquement, si je voulais séparer chacun des os du crâne. Donc, la segmentation, c'est dans un logiciel dédié, ça va consister à attribuer chaque voxel à un calque séparé avec un nom et une couleur. Ici, par exemple, on a un calque où on va stocker tous les voxels en vert pour le crâne et tous les voxels des ressorts métalliques en rouge. À partir de ces calques, on va à nouveau utiliser l'algorithme Marching Cubes pour créer un maillage. Et cette fois-ci, on aura des maillages séparés, chacun de nos calques. Et puis, à partir de ces maillages, on va pouvoir réaliser toutes sortes de mesures 3D, de distance, de volume,
ou des analyses plus complexes, comme de la morphométrie géométrique, des analyses en éléments finis, etc. Les logiciels de segmentation disposent d'outils adaptés pour semi-automatiser cette étape, par exemple avec des croissances de régions, de l'interpolation et plus récemment du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Malgré tout, ce processus de segmentation, donc de préparation virtuelle de notre objet, peut s'avérer long, compliqué. Ça va dépendre de la qualité des images, mais aussi de la question scientifique. Contrairement à d'autres techniques de numérisation 3D comme le scan surfacique ou la photogrammétrie, la microtomographie n'est pas vraiment facilement transportable auprès des spécimens ou sur le terrain. C'est plutôt un équipement fixe vers lequel on amène les objets à étudier. Et c'est une technique qui se spécialise sur l'analyse des structures internes. Donc c'est disproportionné d'y avoir recours si on a seulement besoin d'un modèle 3D de la surface externe d'un objet. Par ailleurs, son coût est également plus élevé. Il est nécessaire de suivre une formation spécifique pour bien paramétrer l'acquisition et la reconstruction et donc assurer une bonne qualité d'image. Et c'est aussi moins accessible que la photogrammétrie, par exemple, même si les collègues qui font de la photogrammétrie vous diront que ce n'est pas tout à fait presse-bouton non plus. Le post-traitement des images nécessite également d'être formé à des logiciels spécifiques et il faut une bonne connaissance des objets pour les traiter correctement. Concernant les résultats, on n'a pas accès à la couleur de l'objet et le rendu des surfaces ne sera pas spécialement précis du fait de certains bruits d'acquisition. On aura des rendus peut-être un peu moins jolis que si on fait du RTI, qui n'est pas une technique de 3D, mais une technique basée sur l'éclairage. Et il faut également prévoir des ordinateurs suffisamment puissants pour analyser les images, puisque chaque scan représente plusieurs gigaoctets de mémoire. Il faut également prévoir les moyens de stockage, notamment si on se lance dans la numérisation d'un gros corpus d'objets. Voici maintenant quelques exemples d'applications avec des résultats obtenus en microtomographie. Et je vais commencer par des exemples en conservation et restauration, notamment un objet phare des collections du Musée de l'Homme, la Vénus de Lespuc, qui a été scanné en amont de sa restauration pour visualiser les fissures, les zones de fragilité et les matériaux utilisés pour consolider la statuette depuis sa découverte en 1922. Donc vous pouvez voir ici un film avec la séquence des images obtenues, des coupes virtuelles. On va bien distinguer l'ivoire des autres matériaux, on va bien visualiser les fissures. En particulier, on va observer une structure très dense. Ici, je vais faire une petite pause. Vous voyez, verticale. Il s'agit en fait d'une tige métallique qui était complètement invisible depuis l'extérieur et qui avait été positionnée là pour consolider l'objet, mais qui n'était pas connue des équipes de conservation, qui est située donc à l'intérieur de la tablette. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu visualiser la structure de l'ivoire et reconstituer dans quelle partie de la défense la statuette avait été sculptée. Voici un autre exemple d'objet exceptionnel des collections de préhistoire, c'est la plaque de la Madeleine, donc, qui est en ivoire et composée de 5 fragments sur laquelle figure une gravure de mammouth. Vous voyez sur une coupe tomographique qu'on peut visualiser les fissures et les fragilités. On va également pouvoir enlever virtuellement les comblements et les cols. On va pouvoir séparer les fragments. Un appel aux dons est en cours pour la restauration de cette plaque et elle est conservée dans nos collections. Par contre, là, je vous présente un rendu volumique. Vous voyez qu'en microtomographie, il y a des effets de surface qui rendront une description moins précise. Donc, on distingue très mal la gravure puisqu'elle est très, très fine. Et il faudrait plutôt un bon scanner laser ou travailler avec des techniques d'éclairage RTI pour pouvoir vraiment bien visualiser la gravure. Donc, ce sera le cas également pour toutes les études de tracéologie, notamment sur du matériel lithique, hein. Une autre application très fréquemment utilisée en paléontologie ou en paléanthropologie va être le dégagement virtuel. On va pouvoir retirer le sédiment pour mieux visualiser les fossiles.
La microtomographie a permis de très nombreuses découvertes en permettant l'accès à des structures anatomiques auparavant inaccessibles. Ici, vous avez un crustacé fossile exceptionnellement préservé dans un nodule du site de la voûte-sur-Rhône. Après un travail de segmentation, les chercheurs ont pu accéder à sa morphologie et le modéliser en 3D. Ce qui est assez unique ici, c'est que vous voyez, il y a des œufs préservés sur le ventre. Donc la microtomographie vient également en complément des techniques d'histologie pour l'étude notamment de la microanatomie de l'os, qui renseigne sur les locomotions, les modes de vie. De nombreuses études comparent la microanatomie des espèces du registre fossile et des espèces actuelles pour répondre à des questions scientifiques comme par exemple l'acquisition de la bipédie, tout ce qui est morphologie fonctionnelle. Dans le cadre du projet Gravibone, ici, l'étude porte sur les adaptations et les spécialisations des espèces lourdes, comme l'hippopotame à gauche ou le rhinocéros. Donc là, on est dans des données d'objets qui font plusieurs dizaines de centimètres. Euh, J'enchaîne avec du beaucoup plus petit. À l'échelle d'une dent, le CT scan permet de modéliser la jonction émail-dentine pour mesurer l'épaisseur de l'émail et visualiser la structure de la dentine. Les dents sont parfois les seuls restes fossiles que l'on retrouve sur le terrain et il est essentiel de les décrire au mieux et le plus finement possible pour en tirer le maximum d'informations. Lorsque l'émail est altéré par la sédimentation, les informations morphologiques 3D peuvent être érodées ou altérées. Donc, on va aller chercher ces informations-là plutôt au niveau de la jonction émail-dentine. Euh, on voit par exemple ici sur l'image représentée en jaune. Dans ces études, typiquement, des scans médicaux ne me permettront pas d'avoir une qualité d'image suffisante pour pouvoir réaliser ces mesures. On procède également à des dissections virtuelles de spécimens conservés en alcool. C'est le cas de ce projet d'analyse morphofonctionnelle du membre antérieur d'espèces de top qui sont conservées dans nos collections au muséum. Alors, vous les voyez ici entourés dans un film plastique. Et il est intéressant de noter qu'avec la microtomographie, on va pouvoir faire des images des structures en connexion anatomique. Contrairement à un squelette où on devrait réassembler les éléments si on les scannait un par un. On peut aussi modéliser le vide virtuellement et c'est le cas de ce projet-là, euh, DocBrain, qui va s'intéresser à la domestication du chien et modéliser en 3D l'endocaste, qui va être l'empreinte du cerveau sur la boîte crânienne. Et enfin, l'étude des structures internes dans un contexte archéologique permet de remonter aux gestes et techniques de fabrication des objets. Vous avez ici deux exemples. À gauche, des pains carbonisés de l'époque romaine, où l'aspect très aéré de la pâte permet de conclure sur l'utilisation de levain. Et à droite, des céramiques du néolithique en fait, la microtomographie va venir en complément de l'analyse des macrotraces pour étudier l'utilisation des colombins en spirale dans la fabrication de ces céramiques. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour des questions.